Nous allons faire un état des lieux du marché de la tech pour justement mettre en exergue des tendances déjà identifiées dans le berceau de la technologie. Vous l'avez bien compris, c'est les États-Unis, raison pour laquelle nous retrouverons dans quelques instants celui qui a consacré sa vie professionnelle aux IT. Il est passé par Anderson Consulting, Accenture, Econocom et désormais Gartner. Jean-Luc Coinon accompagne les entreprises dans leur transformation technologique, des DSI no-code en passant par la donnée synthétique et du déploiement de la technologie sur l'efficacité opérationnelle. Je vous demande d'accueillir ici Jean-Luc Coinon pour ses 20 minutes de keynote. Bonjour, bonjour, ça marche. Vous allez bien? Cool. Alors une keynote, normalement, ça sert aussi à réveiller. Donc Pierre, merci pour l'introduction. Merci Yann, merci Michel, merci Vanessa pour avoir préparé et m'aider à préparer la présentation. Vous me connaissez un petit peu parce que Pierre a dressé mon parcours. Voilà, j'ai un petit peu moins de barbe aujourd'hui. J'ai deux questions pour vous ce matin. Qui est plutôt côté direction informatique? Okay. Qui est plutôt côté direction métier? Ouais, c'est bien ça l'IMA en fait. Yann, tu vois pas, mais tu les connais. C'est moitié-moitié. Certains sont fournisseurs, du coup, j'imagine. C'est la troisième question subsidiaire. Normalement, je n'ai pas besoin de la poser. Merci beaucoup, parce que le village est juste derrière. Je suis un executive partner, donc Gartner n'est pas un cabinet. On ne fait pas de conseils, j'en ai fait un peu dans ma vie. Certains en font un petit peu chez Gartner, mais c'est tout petit. Je suis ce qu'on appelle un executive partner. Comme mes 11 autres collègues en France, j'accompagne des CXO, voilà, des CEO, des CTO, des CIO. Et notre métier est de vous accompagner, parce que voilà, il y a la moitié de la salle et côté direction métier, la moitié est côté direction informatique. Vous connaissez sans doute Gartner pour ses Magic Quadrant et ses Hype Cycle. Rassurez-vous, je n'en présenterai pas. Ce n'est pas mon objectif de ce matin. C'est de partager avec vous quelques-unes des tendances que nos meilleurs experts ont vues pour 2022, issues de notre symposium. Alors, moi, je suis super ravi de vous voir parce que ça fait plus de 2 ans et demi que je n'ai pas fait un événement physique. Donc je suis super content de voir autant de personnes dans une salle. C'est aussi impressionnant finalement, parce qu'on a perdu l'habitude. Moi, je suis habitué à voir du Zoom, du Meet, du Teams. Ravi, et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir d'où vous veniez et quelles sont vos origines, en tout cas technologiques. Si j'appuie sur le petit bouton vert, normalement, ça avance. Alors bien fort, pour un rugbyman, ça peut être très fort. Je fais très très fort. Je peux le faire avec les pieds, si vous voulez. Aïe. Voilà. Alors par contre, le retour en arrière, ça va être l'enfer. Voilà, ce qui vous a pas échappé, j'ai plus d'écran. Tout va aller bien ce matin. Donc je disais, ravi d'être là physiquement avec vous. Donc ce qui a été partagé dans notre dernier symposium, qui était virtuel pour la peine, un symposium pour Gartner, c'est sur 3 plaques. En Europe, en Asie et aux États-Unis, c'est des événements de 6500 personnes. Alors, personnellement, je ne suis jamais sur la scène, c'est plutôt nos experts, des analystes, comme on dit chez Gartner. Ils sont 2500. Et ces analystes, je suis désolé, je vais regarder l'écran du coup, parce que je ne vois rien en bas. Donc, ces analystes, ce qu'ils ont partagé en novembre, décembre l'année dernière, c'est que 83% des organisations déclarent que le digital, c'est pas en train de s'arrêter. Je pense que c'est pas à vous que je vais expliquer, ceux qui sont côté DSI, côté direction métier. On n'oppose plus innovation et digital. Le digital se démocratise de plus en plus. Ça tombe bien, j'ai vu que c'était la sous-note de l'IMA. Digital et innovation, je pense que digital n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer, soit sous l'angle numérisation, comme on dit en français, hein, c'est numérisation de processus, soit le digital au sens littéral du terme, tout ce qui nous permet d'avoir accès, et on le voit bien ici, via le téléphone ou via son doigt, à des processus qui sont un peu simplifiés. Côté dirigeant, parce que voilà, Gartner couvre aussi le point de vue des dirigeants, 2 dirigeants sur 3 veulent accélérer ces initiatives. Donc je pense que ça ne vous a pas échappé. L'innovation devient de plus en plus quelque chose qui est dans le processus récurrent. On doit innover et on doit se différencier. On doit se différencier par rapport à des pairs qu'on connaissait historiquement, mais aussi par rapport à des gens qui vous disruptent. Ça ne vous a pas échappé non plus. Donc se faire disrupter, c'est travailler de plus en plus avec un écosystème. Et je vais essayer d'aborder toutes ces thématiques en 16 minutes 28. 3 grandes familles de tendances. Désolé s'il y a des mots anglais qui m'échappent, j'ai essayé de tout faire en français. 3 grandes familles et une qui est un incontournable qui n'est pas présentée sur ce slide, qui est Sustainability. Qu'on ne se mente pas, et surtout nous en Europe et en particulier en France, et pas parce que notre président est président de l'Europe en ce moment et dit que le développement durable est important, mais on sait que l'IT a un rôle très important, déjà pour être propre, développer proprement, avoir des infrastructures qui consomment de moins en moins,
mais aussi aider, et surtout les métiers, à consommer mieux. Donc déjà, par du dashboarding, par l'utilisation de la donnée. Donc je ne parlerai pas de développement durable ce matin, mais ça fait quand même partie des tendances qui sont, quoi qu'il arrive, ou la grosse tendance qui, quoi qu'il arrive, est en dessous de ces 3 piliers. Le premier, c'est accélérer la croissance. Le digital a été souvent fait pour ça, souvent démarré par la partie connaissance client. Et je vais zoomer particulièrement sur les thématiques qui sont, je pense, connexes aux différents groupes de travail, en particulier tout ce qui est données synthétiques. Generative AI, donc comment l'intelligence artificielle, le machine learning devient quelque chose qui est un incontournable. Je ne pourrais pas partager les 12 ce matin, donc j'ai fait l'impasse sur tout ce qui est système autonome, tout ce qui est expérience complète et totale, et la notion d'entreprise distribuée, même si, je vais juste l'évoquer en une seconde, on va de toute façon en parler. Vous êtes moitié-moitié direction métier, direction informatique, travailler ensemble, travailler en mode produit, travailler en mode fusion, c'est un sujet que je vais aborder juste après. Donc c'est à la fois apprendre à travailler de mieux en mieux ensemble et de ne pas opposer l'IT comme étant quelque chose qui appartient au DSI, mais quelque chose qui appartient et qui est un patrimoine de toute l'entreprise, l'organisation ou l'administration. Mais c'est aussi apprendre à travailler à distance, puisqu'on voit bien que ça s'installe de plus en plus. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une guerre des talents. Et recruter des talents en leur disant « tu viens 2 jours au bureau parce que c'est la norme télétravail RH », ça ne marche pas. Je vous le rassure, ça ne marche pas. Pour ça, je me suis permis de me présenter, de dire que je suis au contact de clients. J'en vois beaucoup qui ont des problèmes de talent parce qu'ils veulent appliquer les processus d'hier. Je ferme la parenthèse sur Distributed Enterprise. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de Fusion Team pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme. Le deuxième, c'est construire le changement. C'est accélérer, et vous voyez que l'IA et la data est partout finalement, accélérer l'ingénierie de la donnée et comment je peux, au travers d'architecture hexagonale, Composable Application, comment je peux de plus en plus partager avec un écosystème. L'écosystème commence en interne avec vos utilisateurs et une notion que nous, on appelle chez Gartner des business technologists, qui sont ni plus ni moins qu'une évolution des fameux citizen développeurs. Vous qui venez de direction métier dans la salle, vous en êtes. Et sachez qu'il y a 4 fois plus de business technologies dans une entreprise ou une organisation que d'informaticiens. Donc, relais du point d'avant qui est guerre de talent, sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de compétences Python dans les métiers que dans l'informatique. Il y a plus de compétences UX dans les métiers que dans l'informatique. Il y a plus de compétences et de recrutement sur les 5 dernières années. On a une société qui s'appelle Talent Neurone chez Gartner, qui regarde tout ce qui se passe sur le recrutement mondial. On a beaucoup plus de recrutement sur la data dans les métiers que dans l'informatique. Donc il est hors de question de continuer à opposer l'informatique qui est faite dans les métiers, du shadow IT, qui est un terme qu'on proscrit, avec l'informatique canal historique. Je vais plutôt l'appeler comme ça volontairement pour relayer le shadow. Donc il y a nécessité de travailler ensemble, et en l'occurrence, le premier bien commun, c'est de concevoir des architectures et des applications qui sont dites composable. Des architectures hexagonales, ce n'est pas nouveau. Comment je peux faire un substrat de tous les microservices que j'ai pu faire pour en faire des architectures composables. Et le dernier pilier qui est la confiance, important la confiance, surtout quand on parle de données. Et en France, on sait bien ça. Être souverain, maîtriser la confidentialité des données, le tout reposant sur des architectures cloud natives. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de pitchs, de témoignages. En l'occurrence, la personne qui me succède après va parler de lift and shift dans le cloud. Voilà, le cloud est une des fondations nécessaires, et je vais revenir sur ce sujet-là. Je ne parlerai pas ce matin, mais disponible pour en reparler à la pause ou quand vous voulez, sur tout ce qui est Privacy Enhancing Computation, qui est un fait essentiel. C'est comment vous pouvez à la fois donner confiance à vos clients, vos partenaires, sur ce que vous faites de leurs données, et en même temps, comment profiter de l'intelligence artificielle pour finalement ne plus travailler avec de la vraie donnée. Je ne vous ai pas perdu? C'est ce que je vais essayer d'évoquer juste après. Et tout ça, d'ailleurs, au passage, c'est le dernier point qui est en dessous, qui est de surtout pas chercher à consolider la donnée, mais de la laisser là où le traitement doit être exécuté. C'est les notions de data fabric. Donc, petit sujet là-dessus. Pour éviter d'être embêté, finalement, laissons la donnée réelle là où elle est et travaillons plutôt avec de la donnée synthétisée ou synthétique. Conceptuellement, depuis des années, Gartner voit chez ses clients et a posé la notion que le système d'information, finalement, qui est étendu, comme la force de travail que j'ai évoquée tout à l'heure avec des business technologistes et des gens qui sont dans l'IT, repose sur 3 plateformes, 3 strates. Je le traduis en français avec des strates, en anglais c'est des layers. Je pense que strates qu'on ne choquerait pas les Québécois,
de l'association francophone, qui est, les premiers, c'est les fondations. Alors historiquement, dans les fondations, on y voit plutôt le rôle historique de la DSI. Pourquoi ? Parce que je suis garant de la sécurité, je suis garant de la connectivité, je suis garant de tout ce qui se passe bien sur l'infrastructure et les opérations, une infrastructure qui est de plus en plus distribuée, puisqu'elle est de plus en plus en cloud, y compris pour les applications SaaS, et de moins en moins dans mes data centers que je savais protéger, tu comprends, parce que c'était chez moi. On est de plus en plus sur une infrastructure et donc des opérations qui sont dites distribuées. Le tout avec un poste de travail qui est de plus en plus à distance, avec des règles de sécurité qui sont par défaut, avec zéro croyance, zéro trust. Donc là, on est sur des fondations qui supportent cette fameuse entreprise ou organisation distribuée. Le deuxième layer, deuxième strate, c'est quelque chose qu'on va travailler avec les business technologistes. Et c'est là qu'on commence significativement à ne plus opposer informatique, canal historique, avec Shadow IT. On est à travailler ensemble en mode fusionnel. On se fait des gros câlins, on se fait des hugs. On ne va pas le faire, Pierre, c'est pas très Covid. Mais c'est comment je fais en tout, en y associant cette différence, comme je le disais tout à l'heure, du physique et du distanciel. Donc cette strate intermédiaire, c'est là où on va poser qu'est-ce qui est de la business logique que je veux absolument stocker dans des processus industrialisés, automatisés, qui va permettre aux business technologies, voire à des utilisateurs, la strate du dessus, de pouvoir consommer des objets sous forme de workflow, sous forme d'accès à la donnée, sans forcément y mettre de la logique métier. On ne veut pas, je vous ai dit que j'étais informaticien depuis très longtemps, où tu l'as dit Pierre, on ne veut pas reproduire ce qu'on a fait dans du Lotus Script, on ne veut pas reproduire ce qu'on a fait dans des bases Access, dans des grosses bases VBA. On veut vraiment s'assurer qu'on a un second layer qui expose tout ce qui contient la logique métier en la mettant sous forme d'architecture hexagonale, d'exposer des API et le tout à consommer par des utilisateurs. Sur la base de ces concepts, concrètement, on a vécu des phases d'industrialisation entre 2000 et 2010, plutôt modernisation, industrialisation, en se disant tiens, je vais faire du Lean IT, je vais simplifier tout ça. En 2020, en ce moment, on est en train de se dire je me mets en mode produit. Finalement, le mode fusion qui est à droite, c'est comment j'amplifie encore plus le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire. Le pluridisciplinaire est au sein de l'entreprise, mais aussi avec un écosystème. J'ai dit que vous étiez tous disruptés. C'est comment j'arrive à travailler dans un écosystème, et vous le faites sans doute dans l'innovation. Vous êtes à la fois à être dans des équipes organisationnelles connues et sans doute, j'imagine pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, à animer un fonds d'investissement dans des startups, dans des fintechs, dans ce que sais-je. Voilà, l'innovation n'est pas propre à une organisation qui décide d'eux. Elle est propre à un écosystème qui développe. Et ça, c'est ça la notion de pluridisciplinaire. C'est à la fois en interne et ne pas laisser des métiers travailler avec une start-up et dire « Ah tiens, ils m'ont ramené une start-up, c'est dommage parce que moi, côté IT, j'ai développé la même chose et je suis sûr que c'est mieux. » On arrête de faire ça et c'est les notions que vous allez sans doute aborder au travers des low-code et no-code. Pour faire ça, ça repose sur un modèle opérationnel. Je suis désolé, je fais un peu de Gartner et je vois ce qui se passe chez les autres. La fondation, vous les voyez en dessous. Les fondations, c'est bien ce que je mets à disposition jusqu'aux plateformes de développement. Les plateformes de développement étant pas seulement pour des informaticiens, on appelle ça des pro-codes, mais aussi des gens à qui on va mettre des architectures de développement, certes, avec de moins en moins de code, pour ne pas y mettre de logique métier, mais des choses qui vont leur permettre de développer des biens communs pour des applications ou des processus transversaux, typiquement des plateformes communes, des ERP, voire des plateformes clients, et une animation au-dessus de ces Fusion Teams sous forme de communauté. Là, je vous raconte un truc que normalement vous viviez au quotidien. C'est juste cette phase de généralisation. Il n'y a pas de révolution dans cette tendance, c'est juste généraliser des bonnes pratiques et surtout changer une posture de DSI. On l'appelle DSI, on l'appelle Chief Technology Officer, on l'appelle CDIO, on l'appelle même Chief, je vais le faire en français pour la peine, directeur de l'expérience client et de l'informatique, parce que ça se fait de plus en plus. Voilà. Le DSI devient autant ingénieur que chef d'orchestre. Et en l'occurrence, c'est un chef d'orchestre qui de temps en temps a une chorale qu'il ne connaît pas. Il connaît bien ses violons, il connaît bien ses instruments avant, il ne connaît peut-être pas la chorale, donc il va faire appel à d'autres personnes qui vont permettre de chanter et d'augmenter encore plus le côté percutant de ce qu'il est en train de faire. Un exemple pour vous provoquer, qui a été partagé au symposium. Une coopérative américaine, façon américaine, 10 000 agriculteurs, c'est à peu près le cheptel des 3/4 de la France. Le CTO, à l'origine, se dit « Il faudrait que je mette à disposition de mes adhérents quelque chose qui fait qu'ils arrivent à bien nourrir et bien soigner leurs vaches. » Je vous fais un peu d'innovation quand même. En l'occurrence, il a regardé le projet pour mettre à disposition ce dashboard que vous avez à droite et en même temps
se dire, dans mon écosystème, j'aimerais que ceux qui fournissent des médicaments, Bayer, ceux qui fournissent du food, du grain ou tout ce qui est du fourrage pour les vaches, puissent fournir quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'ils aient aussi, eux, la vision des données qui permettent en même temps de bien fournir à l'agriculteur et pas forcément faire des stocks. Enfin bon, ça, vous avez vu à peu près le concept. De se dire, en ces périodes un peu compliquées, et vous l'avez vu même en France, on est au mois de mai et on a des agriculteurs qui stockent, qui consomment déjà du fourrage de l'hiver prochain. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très sensibles à la planète, personnellement, ça fait partie de mes passions. Donc voilà, c'est à la fois pour les agriculteurs et en même temps pour leurs partenaires. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? J'avais encore un bug. Bon, un schéma que vous connaissez déjà, normalement. C'est un peu le comique de répétition. Une infrastructure et un partenaire, en l'occurrence, ils ont fait appel à Microsoft, ça aurait pu être un autre, pour leur dire, bah, tiens, moi, je ne suis pas un acteur technologique, je vais d'emblée partir sur une solution qui est cloud, sur des fondations techniques et sécurisées, parce qu'il est hors de question, vous imaginez, sur un cheptel de vache, qu'il y ait n'importe quel problème de cyber qui vienne se glisser là-dedans, que n'importe qui vienne un peu mettre le bazar dans les processus. Vous voyez les parcours clients qui sont au-dessus, qui sont un peu différents. Et en fait, un CTO qui, d'origine, savait qu'il ne pouvait pas faire tout seul, donc il a travaillé avec l'écosystème, il a travaillé avec ses adhérents, un peu façon IMA, et en fait, ils ont mis en place une solution en quelques mois à 45 millions, versus s'il l'avait fait tout seul, ça lui aurait coûté 2 milliards. Qu'est-ce que je suis en train de passer comme message? C'est qu'à utiliser des briques, à faire des architectures composables et à faire ensemble, à élargir son village, comme on dit souvent, en l'occurrence, ils ont fait plus vite, ils ont fait avec des bons acteurs. Le point commun de tout ça, c'est qu'ils ont mis ça sous forme d'architecture hexagonale, qu'ils ont partagé de la donnée de façon sécurisée et que ça fonctionne très bien. Voilà. Le point de relais que je fais là-dessus, c'est qu'une partie du sujet a été traitée par les agriculteurs, une partie du sujet a été traitée par des industriels dans ce cas-là, et en l'occurrence, c'est la trajectoire du low-code et du no-code façon Gartner. À droite, on est dans le canal historique dont je parlais tout à l'heure, on est sur des outils de développement pro-code, mais aussi des DSI qui de plus en plus utilisent le low-code. Le low-code n'est pas l'apanage de ceux qui sont dans la direction métier. Et vers la gauche, je vais être de plus en plus dans des directions métiers où je vais déléguer les derniers mètres pour customiser un tableau de bord, customiser une application, customiser un workflow. Voilà, tous les cas d'usage que vous allez partager aisément pendant ces 2 jours. Le point commun de tout ça, si on fait une gestion de risque, c'est qu'une application qui est développée en low-code et qui va se déployer à l'échelle d'une entreprise et pas d'un département est quelque chose qui doit de toute façon passer dans les mains d'un partenariat avec la DSI, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'orchestration, pour des raisons diverses et variées. La bonne nouvelle de tout ça, et vous êtes un certain nombre de partenaires dans la salle, c'est que les applications low-code, no-code, pour la plupart, sont centralisées. Donc il n'y a aucune raison de ne pas travailler ensemble. Voilà. C'est très facile, ou c'est assez facile, et c'est des choses que regardent nos analyses dans les Magic Quadrants, de piloter, d'orchestrer ce qui se passe sur le low-code et no-code. On n'est plus à développer des applications sur un poste de travail. On est de plus en plus à piloter quelque chose de façon centralisée. Sur la data, dans le cas que j'ai présenté juste avant, ils ont travaillé pour les vaches, pas forcément sur la vache. Parce que sur un cheptel de 10 000 agriculteurs, ça fait beaucoup de choses. Ce qu'on dit ici, c'est que déjà aujourd'hui, on travaille tous sur 5% de données qu'on appelle synthétiques. Une donnée synthétique est une donnée qui est générée par un modèle, proche de la donnée réelle, mais qui n'est pas de la donnée réelle. Ce n'est pas de la donnée synthétisée qui utilise un algorithme et qui permet de dire que quelque part, quelqu'un a la clé dans le coffre-fort et il peut la décrypter. Une donnée synthétique, c'est vraiment la machine qui a généré une donnée qui vous ressemble, mais qui n'est pas la donnée réelle. D'ici 2025, 25% de ces données seront de cet ordre-là. En 2030, si vous voyez le schéma qui est à droite, 2 tiers de la donnée sera dite synthétique. C'est à la fois une opportunité, puisque 70% des cas de violation de données privées, RGPD-like, sauteront avec ça, puisqu'on utilisera de moins en moins de données privées. Et en même temps, c'est aussi une deuxième opportunité, puisqu'on sait que d'ici 2-3 ans, 40% des gens mentiront sur leurs données perso. C'est déjà notre cas dans la salle. On ment tous sur nos données perso. Les applications à base de cookies, c'est over. D'accord? Donc il faut apprendre à travailler quelque chose qui vous ressemble, mais qui n'est pas vous. Je vous perds toujours pas. Le meilleur exemple qu'on a dans la donnée réelle, la vie réelle, c'est ceux qui font de la reconnaissance et qui font du véhicule autonome. Croyez-vous qu'ils embarquent un ordinateur quantum dans la voiture? La réponse est non. Ils travaillent forcément avec quelque chose qui ressemble à l'environnement dans lequel la voiture circule, mais qui n'est pas la voiture, qui n'est pas l'environnement réel. Excusez-moi, les arbres, le bord de route, les lignes blanches. Les lignes blanches, en l'occurrence, je pense qu'il les retrouve. C'est comment j'arrive, dans vos processus actuels, métiers comme DSI, à travailler de plus en plus avec de la donnée qui n'est pas raw, qui n'est pas réelle, mais de la donnée qui est synthétique. C'est exactement ça qui va déverrouiller une des clés pour faire du low-code et du no-code. C'est comment j'expose des processus, comment j'expose de la donnée
qui est celle qui ressemble à la donnée réelle pour faire des données statistiques, pour faire des tableaux de bord, mais qui n'est pas la donnée réelle. Ça va lever déjà un certain nombre de contraintes pour ceux qui en avaient aujourd'hui. Et le fait ultime sur lequel je voulais faire un extrait des tendances, c'est l'automatisation. C'est comment passer du cap de l'automatisation, qui est déjà bien au sens automatiser des tâches récurrentes dans l'IT, d'ailleurs au passage on est les premiers à pouvoir le faire, mais aussi dans les métiers, comment je libère l'humain finalement pour qu'il fasse des choses beaucoup plus à valeur ajoutée, qu'il rencontre de plus en plus de clients. Moi je ne suis pas un avatar, je suis là avec vous. En l'occurrence, est-ce que j'ai un robot qui a préparé un peu mon travail? Pas forcément, j'aimerais bien, mais comment on va au-delà de ça pour que d'ici 2025, 30% de nouveaux produits soient créés sur base de RPA, et peu importe la techno, on s'en moque, la solution. C'est comment on pense automatisation systématiquement, comment on libère des gens et qu'on n'utilise pas l'automatisation pour réduire des forces humaines. On est au contraire en train de se dire que ce qui va marquer la différence par rapport à certains qui vous disruptent, c'est le contact que vous allez avoir avec les humains. Comment vous allez libérer des gens qui aujourd'hui font des tâches récurrentes pour faire quelque chose de mieux. Merci. Et c'est nous qui te remercions, Jean-Luc, pour Gartner. Merci infiniment d'avoir partagé ton expertise pour cette première des 7 keynotes programmées tout au long de ces 2 jours à l'occasion du DIMS 2022.